Allez, moteur, Raoul. Ça tourne, Jean-Luc. Oui, alors, on se met en place. Allez, bonsoir tout le monde. On respire. Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, on va revenir dans le temps, en 1959, lorsqu'un monsieur qui parle comme moi, il a voulu révolutionner le cinéma. Et du coup, il s'est dit qu'il allait faire un film, mais pas qu'il allait faire un film comme tout le monde. Il allait faire un film qui se nomme À bout de souffle et qui allait inspirer à Richard Linklater le long métrage Nouvelle Vague. Bah ouais, on a déjà un peu résumé le film en fait, je vais pas forcément trop vous en révéler plus, si ce n'est donc que Jean-Luc Godard en 1955 est un peu dans l'ombre de tous ses camarades de la Nouvelle Vague, et notamment des Cahiers du cinéma, puisque c'est le seul à pas avoir réalisé de film. Et pourtant, il y en a très envie. Et c'est là que va germer une idée, enfin germer une idée, disons que son producteur Beauregard va lui dire « tu veux pas réaliser un script qu'a écrit François Truffaut ?» et qui va dire « oui, mais je vais le faire à ma sauce ». Et à sa sauce, ça veut dire en 20 jours, réaliser un film en tournant parfois 2 heures par jour, ou en faisant des trucs à gauche ou à droite qui ne sont pas de rigueur. Pour en parler avec moi, bonjour monsieur. Et bonjour monsieur Valentin. Bonjour à tous, salut Valentin. Comment vas-tu, PE? Ça va très bien. Toi aussi? Bah écoute, ça va bien après avoir vu un tel film. Voilà, j'allais dire, on est des cinéphiles, on voit un film qui parle de cinéma et qui parle en plus d'une période assez faste et assez prolifique en termes de création visuelle française. Pour la France. Le projet est rigolo et amusant parce que voir Richard Linklater, donc réalisateur américain plutôt de renom, se lancer dans l'aventure de remettre en scène le grand classique du 7e art qui est À bout de souffle, mais pas uniquement le film en lui-même, surtout comment il a été fait, l'idée est amusante. Il faut quand même replacer comme contexte que lorsque le film a été présenté au Festival de Cannes cette année en compétition, les gens sont ressortis très mitigés. Et quand je dis très mitigé, c'est-à-dire que ça va de ça passe à, il y en a certains qui disaient « qu'est-ce que c'est que ce film complètement nul qui ne comprend pas le cinéma français ?» J'aurais tendance à dire que c'est un peu pédant, mais en sachant que nous sommes le pays justement des Jean-Luc Godard et des Cahiers du cinéma qui ont tendance des fois à avoir un regard pédant sur le 7e art, c'est plutôt cohérent. Le projet, moi personnellement, me titillait beaucoup parce que j'aime beaucoup Richard Linklater, notamment depuis que je suis tombé amoureux de son immense lettre d'amour au rock, qui est Rock Academy avec Jack Black. Oui, oui, on a tendance à oublier ce film, qui est très bien. Mais également, donc, comme vous en doutez, de Boyhood, qui, je pense, est pour beaucoup d'amateurs de cinéma et d'amateurs d'expérience cinématographique, une référence ces dernières années. Je replace le contexte, tournage sur 12 ans. Donc les acteurs vieillissent comme les personnages de leur film. Je pense qu'il y a un lien à faire, mais qu'on fera ensuite avec la Nouvelle Vague. Bref, contexte placé, je me tourne vers toi, PE, et je te demande ce que tu as pensé de cette Nouvelle Vague. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Vraiment. C'est d'abord, esthétiquement, c'est très beau. Donc, très beau plan, très bien tourné. Les acteurs, on en parlera évidemment, formidables. Tous, vraiment. Il n'y en a pas un qu'on pourrait mettre sur le côté. Et puis, forcément, quel sujet génial que de prendre cet environnement, ce contexte, cette époque, la France, juste avant le début des années 60, l'équipe du Cahier du cinéma, et donc ce jeune, pas si jeune que ça, Jean-Luc Godard, qui se lance donc... qui a une bonne trentaine, qui est le dernier de la classe. Ouais, c'est ça. Et qui va faire le film qui va lancer sa carrière. Donc, sujet magnifique. En plus, comme tu l'as dit, forcément, pour nous, en France, quand on aime le cinéma, évidemment que ça pèse, hein, la Nouvelle Vague. Donc super sujet. Et franchement, très bon film. C'est un film de passionné passionnant. C'est comme ça que je pourrais mieux vous le résumer. C'est-à-dire qu'on sent que Richard Linklater, bien au-delà de vouloir rendre hommage à un cinéma qui l'a certainement influencé, comme je l'évoquais, je reste persuadé que Boyhood, dans sa démarche cinématographique, a été vraiment inspiré par tous ces cinéastes qui, au fil des décennies et des années, se sont dit qu'à un moment, il fallait arrêter de faire du cinéma de manière classique et se poser la question de comment donner un truc particulier à une œuvre. Et là où des Godard peuvent se dire que c'est dans la manière de filmer, là où des Truffaut peuvent se dire que c'est dans la manière de diriger les acteurs, là où certains se diraient simplement c'est dans la manière aussi de comment pallier à des problèmes de tournage, comme ferait tonton Spielberg. Et Richard Linklater se dit que c'est dans la manière de concevoir le tournage et la logique de tournage autour des acteurs pour les pousser dans leur retranchement. Et je trouve qu'ici, on est vraiment dans le pastiche homagieux qui comprend comment amener de la comédie, comment amener du réalisme, comment se jouer aussi des codes du cinéma pour construire un film qui n'est pas révolutionnaire,
mais comprend la révolution qu'a été le projet qu'il veut mettre en perspective pour se jouer un petit peu de cette période-là et construire un moment qui, je trouve, est très ludique pour le spectateur. Et au-delà de l'aspect ludique, a forcément l'aspect créatif qui, je trouve, est très intelligemment amené à l'écran. Ouais, créativement, c'est vraiment génial. Et ouais, et puis on replonge dans cette fin des années 50, ce début des années 60. Décor, reconstitution, génial, franchement. Donc ça, c'est très agréable de retrouver ce Paris d'antan, qu'on a d'ailleurs tant vu et revu dans plein de films de cette époque. Donc ça, c'est évidemment formidable. Et non, franchement, Paris réussi hein, pour Richard Linklater. Très bon film. Clairement, Très clairement. bon film. On est vraiment sur un très joli moment de Ouais. cinéma et qui en plus ne se construit pas uniquement comme je l'évoquais, un hommage, ce qui peut être quelque chose de très cool, mais qui peut aussi facilement avoir ses limites hein, si on veut juste rendre hommage à Ah une oui, figure. c'est pas juste un hommage. Hein. C'est pas juste un Non, non, hommage, c'est pour c'est, ça que je souligne bien que c'est ouais. un pastiche hommagieux qui arrive à se détourner pour aller vers de la comédie et pour En fait, c'est jouer sur plein de tableaux. C'est une très belle mise en abîme. Voilà. Clairement. Donc, ouais, très très bon moment. Clairement. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Eh bien, allons-y. Donc à la base, il y a Vince et Oligent Palmo avec qui Richard Linklater a déjà travaillé puisque c'était eux qui s'étaient occupés du scénario de Moi et Orson Welles. Film un peu méconnu malheureusement en France de Richard Linklater mais qui est très amusant. Et donc le script a été réécrit par Michel Halberstadt ainsi que Laetitia Masson, qui sont donc, je pense, les personnes qui sont occupées d'adapter ça pour le cinéma français, puisqu'il est bon de souligner que Richard Linklater est l'une des rares personnes avec ses deux co-scénaristes qui sont d'origine américaine. Sinon, toute l'équipe du film française. quasiment est française. Et j'aime beaucoup cette idée qu'a eu Richard Linklater, qu'on retrouve beaucoup dernièrement, notamment sur les cinéastes nippons qui viennent tourner en France. Que ce soit Hirokazu Koreeda ou que ce soit même... ça y est, j'ai plus le nom. Je le retrouverai au fur et à mesure. Kurosawa, dernièrement, qui s'est retrouvé aussi à tourner avec La Voix du Serpent en France. On est vraiment sur des auteurs qui décident d'investir pleinement le potentiel du cinéma français et de certes récupérer des éléments de leur propre cinéma. Richard Linklater étant allé chercher Zoé Deutsch, qui est quand même une de ses grandes actrices de prédilection. Mais derrière, c'est dit, il faut que le reste du casting soit dans l'ancrage de l'endroit où on va tourner et du coup arrive à apporter le plus de crédibilité à tout ça. Et je trouve que le choix notamment d'avoir deux adaptatrices du coup qui vont l'aider à porter le script qui est de base écrit par les Palmont, ça fonctionne vraiment bien. Ah oui, ça marche très bien. Ça fonctionne vraiment bien. Et en plus de ça, derrière, toute l'histoire qui est développée est vraiment ludique et fun. Ouais, l'histoire est très intéressante. Les répliques font souvent mouche, sont très drôles, sans être des super dialogues, mais c'est juste ça marche, c'est efficace, c'est ce qu'on demande hein, quand on Tout à fait. dans un scénario qui fonctionne. Et puis ouais, toute la trame est très bien construite. Donc on se laisse porter par le film, par l'écriture, et c'est vraiment très efficace. Ouais. Alors c'est rigolo que tu parles des dialogues parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel j'ai eu un petit peu peur au début parce que j'avais l'impression de voir beaucoup de punchlines ou en tout cas de phrases qui donnaient un peu la sensation que les acteurs parlaient pour eux. Ah oui, et après, quand tu remets ça en perspective par rapport à la Nouvelle Vague, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient à l'époque de la Nouvelle Vague, qui continuent de le faire d'ailleurs aujourd'hui, d'avoir parfois la sensation que les acteurs ne parlent que pour eux-mêmes. Et du coup, tu peux faire un parallèle assez facile entre la manière avec laquelle ils écrivaient à l'époque. C'était souvent des belles grandes phrases, des palabres parfois un petit peu poussifs. Enfin, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la ville, si vous n'aimez pas la campagne, eh bien allez vous faire foutre. Voilà, ça c'est particulier. Typiquement, c'est le genre de phrase, qui en plus est parfaitement dans la logique du film, qui consiste un peu à faire de la phrase pour faire de la phrase. Mais c'est ce qui est amusant derrière, lorsque tu découvres un petit peu le caractère de Jean-Luc Godard, c'est de voir à quel point finalement il est comme ça. C'est quelqu'un qui aime la phrase, qui aime la réplique un peu cinglante, qui était du genre à dire je n'ai aucun respect pour ce faquin, en parlant de Quentin Tarantino. C'est quelqu'un qui avait un besoin constant de montrer qu'il avait, je ne dirais pas la science infuse, mais en tout cas qu'il avait un savoir, qu'il le comprenait et qu'il avait envie de montrer que dans son art et dans sa manière d'être en tant qu'artiste, ça devait se ressentir à l'écran. Et donc c'est amusant de voir que les différents auteurs qui ont travaillé sur ce scénario ont envie de retranscrire ça en fait. Et de montrer que parfois c'est juste le cinéma est une histoire d'ego. Et quel est le meilleur moyen que de mettre en perspective cet ego que d'avoir une bonne réplique petite cinglante pour rabattre le caquet de son producteur ou d'un acteur qui aurait tendance à un peu trop couvrir sa gueule peut-être. Ouais, et puis c'est aussi remettre dans le contexte de l'époque. Tout à fait. Voilà, de qui était Godard, de comment fonctionnait son tournage, ses tournages, et aussi effectivement de ce contexte plus large de la Nouvelle Vague où les réalisateurs ont
une nouvelle forme de pouvoir. Et encore une fois, ce qui est très compliqué aussi pour rebondir un petit peu sur les dialogues, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. On est sur un film qui est garni de protagonistes qui sont aussi divers que variés, allant de la script, en passant par le premier assistant, en passant par le cadreur, en passant par la personne qui va s'occuper du maquillage de Gene Seberg, en passant par les différents acteurs. C'est un film qui multiplie les points de vue et les droits de regard sur chacun des personnages pour s'amuser un petit peu des différentes positions dans lesquelles se trouvent ces différents acteurs. Ce qui est amusant, c'est qu'on sent que dans cette écriture, les Palmos, avec l'aide ensuite de Halberstadt et de Masson, ont voulu jouer la carte du « vous ne verrez pas forcément comment se passe parfaitement un tournage, mais vous allez voir comment se passait un tournage lorsqu'un cinéaste avait envie un petit peu de bouleverser les codes ». Et donc ça voulait dire que la script allait râler parce qu'on n'allait pas lui donner précisément les différents timecodes, parce que le cadreur allait se demander oui, alors t'es sûr que tu veux qu'on fasse une seule prise parce que là quand même c'est bizarre, c'est pas ouf, ou les acteurs qui allaient être perturbés par le fait qu'on leur dise au dernier moment bah toi tu tournes pas aujourd'hui. Comment ça je tourne pas aujourd'hui? Voilà, débrouille-toi. Et ça rend encore une fois le côté amusant et ludique. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans les films qui mettent en perspective le cinéma, c'est-à-dire que c'est très difficile, je pense, de faire comprendre aux spectateurs l'enthousiasme et le côté galvanisant de se mettre à tourner. Et la plupart des réalisateurs qui décident de mettre en scène ça comprennent comment faire en sorte de garder juste ce qu'il faut de réalité pour ensuite le détourner et faire en sorte d'amuser le spectateur avec quelque chose en même temps qui sonne comme crédible. Ouais, il y a un truc très cool à faire, c'est, si vous l'avez vu, allez voir ce film, comparer La Nuit américaine de Truffaut, en plus pleinement nouvelle vague, et donc justement la nouvelle vague de Richard Linklater. Et ça c'est super, parce que c'est deux mises en abîme sur un tournage au cinéma, et là il y a plein de, à la fois de comparaisons à faire, mais aussi de différences. Donc voilà, là, super exercice. Clairement. Clairement. Et au-delà de cette très belle construction, le seul petit point sur lequel je pourrais avoir la sensation que le film va un peu vite, c'est que on sent qu'il est un peu bloqué dans sa propre mécanique de jour après jour. Et je trouve que par moment, le script mériterait d'être un petit peu plus libre, justement, un petit peu plus un électron qui aurait tendance à partir dans tous les sens. Et je trouve que dans l'écriture, de manière globale, même si je trouve que ça fonctionne, j'aurais tendance à dire que ça demanderait un peu plus de liberté et de spontanéité. On sent que le film est un petit peu trop dicté par sa propre logique de vouloir vraiment raconter par chapitrage quasiment les différents jours du tournage de À bout de souffle, et que peut-être on aurait voulu avoir, je sais pas, plus d'émancipation de cette formule un peu convenue, ou en tout cas un peu classique, entre grosses guillemets, qui a tendance à être un peu la clé de sortie quand tu es un peu paumé en tant que scénariste et que tu vas absolument raconter un tournage. Ouais, moi tu vois, j'ai trouvé que c'était bien au contraire. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'on est justement sur le personnage quand même de Godard qui est déjà un électron libre. Et justement, cette narration où on a les jours de tournage, ça permet de donner un cadre assez vaste à cet électron libre qui est Godard. Et donc on le suit tous les jours dans sa logique, qui n'est logique que pour lui-même en fait. Complètement. Que les autres suivent bon gré mal gré. Et ça c'est bien justement de voir l'évolution ou la non-évolution sur les 20 jours de tournage. En termes de mise en scène, clairement Richard Linklater, c'est un metteur en scène qui... C'est pas forcément quelqu'un qu'on a souvent vu épouser l'idée de pastiche. Parce que le pastiche, je pense foncièrement que c'est quelque chose de très compliqué. Et pour prendre un exemple franco-français, Michel Hazanavicius, c'est un des rares cinéastes qu'on a chez nous qui comprend comment mettre en scène le pastiche et pas uniquement la parodie. Parce que le pastiche, c'est vraiment prendre les codes d'une certaine idée du cinéma pour se les accaparer et faire en sorte de à la fois plonger le spectateur dans une certaine conception de ce cinéma et en même temps juste raconter une histoire. Et c'est très compliqué, je pense, pour des auteurs de réussir à trouver le bon équilibre et pas tomber dans la parodie facile qui consistera à uniquement reprendre des scènes clichés et se contenter de ça. Et là, on est vraiment sur la corde raide. C'est-à-dire que vu qu'on est dans le besoin de raconter un tournage, la solution de facilité aurait été de copier l'esthétique au millimètre près et de carrément avoir des plans qui reprennent exactement les plans du film. Ouais, puis ça aurait été dommage. C'est pas, c'est pas le sens de ce film-là. Le but, c'est plus de créer une espèce de capsule temporelle dans laquelle le spectateur va accepter de pleinement se plonger et de se dire « j'accepte le fait qu'on soit en 1.37, j'accepte le fait qu'on soit en noir et blanc, par contre, je cautionne que le son soit beaucoup plus lisible entre guillemets qu'à l'époque, on n'est pas sur du mono, on est sur du 5.1. Non mais là c'est important, voilà. Pour le confort du spectateur. Ouais, mais tu pourrais te dire, il y a des auteurs qui ont l'audace de vouloir faire ça. Bien sûr, qui vont jusqu'au bout, mais je prends l'exemple de The Artist qui a poussé le vice vraiment le plus loin possible et qui allait vraiment dans cette conception. Ouais, mais là c'était intéressant, de revenir au muet. C'est ça, c'était aussi une certaine logique qui épousait aussi d'ailleurs Michel Hazanavicius. Comme quoi, je cite beaucoup Michel Hazanavicius, peut-être, mais en même temps, c'est le roi du pastiche à la française. Mais ici, ce qui est amusant, c'est vraiment dans les choix de rythme aussi,
c'est très drôle, mais dès l'apparition du titre, on a rapidement cet effet de nouvelle vague, copyright 1959. On sent qu'il veut convoquer plein de trucs. Aussi dans la manière de présenter les différents personnages. Ça fait très nouvelle vague. C'est vraiment de se dire complètement. Un face cam Ouais. où l'acteur nous regarde droit dans les C'est yeux, ça. où il y a le nom de son perso en dessous. Tu te dis, très nouvelle vague. Ça. Ouais, c'est purement et simplement nouvelle vague. Et c'est très ludique, encore une fois, parce que si tu es un petit peu cinéphile et que tu veux te replonger dans cette époque, le fait juste de voir un nom apparaître, je sais que toi, tu as réagi lorsque tu as vu le nom de Jean-Pierre Melville apparaître. Ah oui, Et ça complètement. t'a fait réagir, tu t'as fait « Oh tiens, c'est Jean-Pierre ». Surtout qu'en plus, il y a forcément, même si on connaît l'histoire de la nouvelle vague, là je parle du mouvement, pas du film, il y a plein de noms qu'on connaît, mais à part les grandes figures de la nouvelle vague où on a les images en tête, il y en a plein, on connaît les noms, mais leur visage, on ne sait pas du tout qui c'est. Donc Melville, évidemment, on peut le reconnaître avec son chapeau, mais sinon les autres, c'est super bien justement d'avoir ces plans parfaitement ancrés, mouvement nouvelle vague, et d'avoir les noms qui apparaissent en disant ah ok d'accord, donc lui il va jouer un tel, lui il va jouer un tel, super. Et ça c'est très très bien vu. Et tu l'as souligné, un des points moi, qui me plaît le plus pour appuyer encore plus l'idée de réalisme et le fait d'ancrer le spectateur, c'est que il a tourné à Paris. Et pas uniquement à Paris en se disant « Ah tiens, on va trouver des endroits qui y ressemblent ». Il a vraiment tourné dans les rues dans lesquelles ont été tournés À bout de souffle. Donc, il y a cette idée qu'encore une fois, c'est ce qui fait pour moi la force de Richard Linklater, c'est qu'il aurait pu tomber dans la facilité de se dire « J'en sais rien, prenons des acteurs français, mais tournons ça aux États-Unis dans des studios ». Mais c'est ce qui fait par exemple qu'à Michel Hazanavicius de son côté, lorsqu'il fait The Artist, il se dit pas on va tourner ça en France et on va mettre quelques acteurs américains, il se dit on va aller à Hollywood et on va vraiment retrouver des studios qui ressemblent un peu à ça, où on va tourner dans des studios mythiques et reproduire les décors tels qu'ils étaient à l'époque. Et il y a cette logique qui pour moi me plaît beaucoup, c'est que Richard Linklater, comme je le disais, il est dans le pastiche, mais homagieux. C'est-à-dire que son objectif, c'est à la fois de s'amuser un petit peu de ce tournage et de le mettre en perspective et de jouer un petit peu avec les codes du cinéma de cette époque, mais aussi simplement de rappeler cette époque, de la reconvoquer, de réemployer des éléments qui vont forcément faire écho à ce moment-là, d'avoir une patine et une esthétique qui vont un petit peu surappuyer de manière excessive, mais également de manière ludique cette période-là. Le fait qu'on ait un 1.37 comme je l'évoquais, mais le fait qu'il y ait un grain quasi constant sur l'image, et un grain qui est très appuyé, qui fait vraiment vieux film, mais alors crade, comme c'était le cas à l'époque de À bout de souffle, où on n'avait pas forcément le pognon pour pouvoir mettre de la pellicule neuve dans l'objectif. Il fallait reprendre de la vieille pellicule un petit peu usée et se dire, bah, elle est moins chère. Donc au moins le film, il coûtera beaucoup moins cher. Oui, bien sûr. Ce qui est amusant. Ouais, c'est bien vu. Il y a beaucoup de jolis clins d'œil qui sont de choix, en fait, de vrais choix de réalisation, qui sont très bien pensés. Et puis au-delà de ça, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent que c'est un film qui veut rendre hommage, mais au-delà de l'hommage, qui veut montrer sa passion de cette période-là. Et c'est pas facile, je pense, pour un auteur non plus de parler avec passion de quelque chose qu'il traverse et qui l'a certainement ému, parce que on évoque souvent que Spielberg a été très fortement influencé par Truffaut et par Godard dans leur manière de concevoir à la fois pour Truffaut les récits lyriques et pour Godard l'esthétique pure, dans le sens le travail du montage et les effets techniques. Mais c'est difficile, je pense, pour ces auteurs derrière de réussir à faire en sorte que cet hommage il se ressente à l'écran, mais qui passe pas non plus pour uniquement une forme de ou de pastiche, ou de clin d'œil un peu forcé, ou de moment où on se dirait « Ah tiens, tu vois, je vais faire un plan comme ça. » Bah, c'est exactement le même plan que ça. Ce qui est de nombreuses fois cité dans le film d'ailleurs. On sent qu'il y a des moments où il nous montre un Godard qui est passionné, mais qui ne veut pas tomber dans le plan quasi à l'identique, comme il dit des fois, de Bergman pour Monica, ou aller chercher du Rossellini. En tout cas, il montre bien les influences. C'est ça. Les influences qu'il a et qu'il cherche à remettre dans son film. Mais ouais, super, ça aussi. Ça aussi, c'est très super ça, dans le récit. De montrer Godard sous cet angle-là, ça c'est très bien vu aussi. Et puis moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit une comédie. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi drôle. Ouais, oui, c'est vrai. Ça donne une légèreté au film, sur en plus un sujet qui n'est pas forcément léger. Donc non, c'est très très bien vu. C'est un très bon parti pris. Et encore une fois, ça permet aussi de rendre le film accessible, parce que mine de rien, il faut se dire que sur le papier, on est vraiment sur un film de niche. C'est-à-dire PE et moi, on est vraiment particulièrement concernés par le sujet parce qu'on aime le cinéma et parce qu'on aime l'histoire du cinéma. Mais je prends un spectateur lambda qui se dirait je vais aller voir ça. S'il lit juste le pitch en mode c'est comment tel film a été tourné, ça peut être rédhibitoire. Ça peut être un peu rebutant. Et pourtant, super divertissement. Pourtant, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'appuie le fait que c'est vraiment une bonne comédie. C'est-à-dire qu'au-delà vraiment de l'aspect homagieux du cinéma, ce qui est très ludique dans l'aspect découverte de comment on fait un film, se ressent aussi dans l'aspect ludique du rapport qu'entretiennent les personnages, des jeux de dualité qui sont construits entre certains, notamment entre Seberg et Godard,
Le jeu de dualité est très amusant et très très bien géré, je trouve, par Linklater, qui arrive vraiment à rendre ça très fun à suivre. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de voir jusqu'où ça va aller et si à un moment ça va péter ou s'il va y avoir la petite étincelle qui va faire que d'un seul coup il y en a un ou l'autre qui va envoyer valdinguer le script et foutre un gros coup de mandale à l'autre. Et ça rend le tout très amusant. Et ça se complète avec cette écriture que PE évoquait avant, où justement il y a des dialogues un peu cinglants. Le fait qu'il soit bien mis en perspective par Richard Linklater dans sa manière de filmer, dans sa manière de justement construire les rapports de dualité, ça joue beaucoup avec notre esprit de spectateur et encore une fois, passionné ou non de cinéma. Même juste de spectateurs lambda qui aimeraient simplement voir des personnages se balancer une petite réplique à la gueule et ensuite se dire vas-y, on va faire un film ensemble, quoi. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a un bon rapport qui est bien dosé entre les personnages et il y a un vrai bon travail sur la psychologie des personnages. Mais encore une fois, traité de façon assez simple, dans le bon sens du terme, et assez légère, là aussi dans le bon sens du terme. Tout à fait. On passe au casting? On passe au Parce que casting. là, on va avoir de sacrés éloges à faire au niveau du On a casting. que des parce éloges à qu'il faire, est hein, si on est honnête. impressionnant. Par qui on va commencer? On va commencer par Guillaume Marbeck, qui joue Oui. donc Jean-Luc Godard. Wow. Ouais, super. Vraiment, on y croirait. Ah ben, moi, Enfin, on y croit, moi de j'y toute façon. crois. Ouais, moi aussi. J'y crois. Moi, j'ai vu Godard. Je trouve qu'il a un truc. Enfin, il a vraiment quelque chose de Godard et il arrive à le rendre sympathique. Alors que pour ceux qui connaissent un petit peu Godard, c'est pas facile de rendre Godard sympathique, je pense, hein. Godard, c'est quelqu'un qui avait un caractère un peu particulier, qui pouvait facilement envoyer chez les gens et qui même faisait pleurer ses potes. Je citerai juste ça dans le sens où il a fait pleurer Agnès Varda. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait un caractère particulier. Et je pense que c'est très compliqué en tant qu'acteur de se dire on va lui rendre hommage et en même temps on va essayer de le rendre un petit peu plus sympathique peut-être que la moyenne. Bah après, faut pas oublier non plus que là, on parle de Godard à ses débuts en tant que Exactement. réalisateur. Il n'a pas Exactement. encore l'aura qu'il aura plus tard. Tout à fait. Donc on montre quand même ce qu'il est déjà en tant qu'être humain, ce qu'il a déjà en lui. Mais justement, ça aussi, c'est savamment dosé. Oui, Donc ça montre bien le personnage, mais sans être dans l'excès. tout à fait. Et ça, c'est intéressant aussi. Dans les rôles plus secondaires, on va citer Pauline Bell qui joue donc Susan, la script. On super. va citer Mathieu Penchina qui joue donc Raoul, le Ouais, cadreur. excellent. On va citer Benjamin Cléry qui joue donc Pierre, le premier assistant réalisateur. Très On peut bon citer Bruno Dreyfurst qui joue donc Georges de Bourgard. Ouais, excellent. Excellent lui Excellent aussi, moi aussi. il m'a complètement eu. On peut citer Aubry Dulin qui joue de manière fantastique Jean-Paul Belmondo. Ah ouais. Il m'a Ouais. eu. C'est, Je le trouve exceptionnel on du est début à très la fin. proche du vrai Belmondo. Alors, ce sera Ouais. jamais exactement pareil, évidemment. à Mais fait. là, on s'approche, quoi. On est quand même pas loin. Sans tous les citer, on peut citer également tous ceux qui campent les François Truffaut, les Ouais. Claude Chabrol, les Suzanne Schiffman, Rivette, les Rivettes, enfin voilà. Tous, Jacques Denis, évidemment, le Nantais, ils ont la gueule de l'emploi Varda. et ils arrivent très bien à s'effacer derrière ça, c'est assez fantastique. On peut citer Zoé Dutch, qui joue donc Jean évidemment. Silla, qui est donc celle qui est la caution américaine, disons, du film. Vraiment excellente. Excellente. Moi j'aime beaucoup Zoé Dutch de toute façon, je trouve que c'est une très très grande actrice qu'on voit malheureusement pas assez en France et heureusement que Richard Linklater nous permet de la voir et de la redécouvrir. Mais ici elle est pétillante et joyeuse et elle arrive vraiment à donner beaucoup de caractère à Jean Seberg, ce qui je trouve est Oui. vraiment fantastique. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en voyant la bande-annonce, j'en parlais avec une amie, et juste en ayant vu la bande-annonce, je me suis dit, j'ai peur, alors pas Zoé Deutsch évidemment, je me disais, j'ai peur que le personnage là, de Jean Seberg soit extrêmement relou. Tu me l'avais dit, voilà. je me rappelle. Avec ce côté un peu starlet qui va emmerder tout le monde, et en fait pas du tout. Donc ça c'est très bien, comme quoi là je me suis complètement fourvoyé avec la bande-annonce, mais c'est parfait, je préfère ça. Et elle est incroyable, le personnage est vraiment très bien joué, enfin voilà, c'est très très bien écrit, Et ils ont tous Super une personnage. super alchimie. et ils ont tous une super alchimie. Ce qui, Ouais. je pense, fait en grande partie le fait que le long métrage fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs acteurs du monde qui ressemblent le plus possible à ces différents personnages et les mettre à l'écran. S'il n'y a pas Ouais, d'alchimie, c'est vrai. ça consiste juste à faire une très belle peinture où on va avoir l'impression que tout le monde est à sa place, mais qu'il n'y a pas du tout de lien les uns entre les autres. Et c'est pas le cas du tout ici. Je trouve que chacun arrive vraiment à parfaitement rebondir sur ce que les acteurs développent. Et il y a même des scènes, je pense, sans trop me fourvoyer, qu'elles ont peut-être été improvisées parce qu'on sent une crédibilité, une spontanéité qui rend vraiment très bien. Je pense notamment aux scènes dans le bar, quand ils sont en attente justement de tournage. Ça ne m'étonnerait pas qu'elles aient été Possible. improvisées parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vif Ouais, c'est possible. et de clairement juste de l'instant. Et ça ne serait pas étonnant que Richard Linklater, dans son envie de vouloir absolument rendre hommage à Godard,
et pousser le vice jusqu'à dire à ses Ouais, ce acteurs, serait pas étonnant. on filme, Ouais, c'est possible. débrouillez-vous. Ouais, Et ça rend super bien. En termes de jeu d'acteur, ça rend super bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Nouvelle Vague? Que c'est un très bon film. Que tout est bien dans ce film, il n'y a rien à acheter. Voilà, donc comme on le disait, c'est bien écrit, les décors sont magnifiques, les acteurs jouent superbement bien, il y a des très beaux plans, l'esthétique est très belle, donc là tous les éléments sont réunis pour passer un très bon moment. Le seul petit bémol, et encore je ne sais pas si on est un, c'est que vu le contexte de l'histoire, c'est que ça s'adresse quand même à des cinéphiles qui connaissent forcément un peu le mouvement, la nouvelle vague, c'est quand même plus facile pour se mettre dans le film. Mais même si on ne connaît pas, bah, c'est une bonne occasion de découvrir ce qu'était la nouvelle vague et ce qu'étaient ces grands réalisateurs de cette époque. Exactement. Je rebondirai là-dessus. Soyez curieux. C'est-à-dire que même si le film peut vous faire peur dans le sens où Ah il ouais. parle d'un sujet N'ayez de pas peur. niche, dans le sens où il parle d'un film qui peut potentiellement être vu comme de niche aujourd'hui, c'est vrai que même si À bout de souffle est rentré au fil du temps comme un film majeur Ouais, de l'histoire du dans le cinéma, Panthéon, bien sûr. ça reste quand même un film de niche dans sa manière d'approcher le cinéma. Et c'est pas le genre de film que je dirais à n'importe qui de regarder. Si quelqu'un venait me voir et que genre il a 14-15 ans et qu'il a envie de découvrir le cinéma, je lui dirais pas de commencer par À bout de souffle. Je lui dirais attends un peu, que tu aies compris certains aspects du cinéma et ensuite regarde À bout de souffle. Mais celui-là, l'avantage, c'est qu'il a le pragmatisme de comprendre que le spectateur ne peut pas forcément être cinéphile tout de suite et qu'il faut aussi raconter une histoire. Donc il y a des beaux personnages, il y a un bon rythme, c'est drôle, c'est attachant, c'est pétillant. C'est un film qui sait rebondir quand il faut rebondir. C'est un film qui certes a une patine, une esthétique et un trait très particulier. Mais soyez curieux et allez voir Nouvelle Vague de Richard Linklater. Et je pense que même si vous n'êtes pas un immense adepte de cinéma et notamment de la Nouvelle Vague, vous pourriez beaucoup aimer son métrage. Ouais, Très j'ai clairement. hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire. Oh oui. Ouais, d'avoir vos avis. Merci mon cher PE. Merci à toi, Valentin. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on va se retrouver On va vite, se je retrouver, l'espère. évidemment. Bon oui, j'ai pas Bien trop de sûr. crainte là-dessus. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Et c'est là qu'on ressort les petites lunettes de soleil. À la Godard. Et que l'on dit... Coupé Raoul. C'est coupé, Jean-Luc.